Le rap déchaîne les passions depuis 20 ans en France. Populaire, le genre ne bénéficie pourtant pas de la même considération que d'autres musiques. Alors le rap fait-il peur? Les artistes doivent-ils gommer l'origine de leur musique pour être reconnus? Ou sont-ils condamnés à vivre entre rimes et châtiments? Quand tu t'appelles Nick ta mère... À l'époque, ça faisait un bordel. Ce serait très emmerdant qu'il nous envoie 6 mois en prison. C'est passible de la loi, il faut pas exagérer. On lui a fait payer le fait de ne pas s'excuser. Ça bouillonnait d'artistique. C'était big, mon frère. C'est un deuil dans le showbiz. Quand t'as une histoire dans la rue, tu fais face. J'ai eu peur que tout s'arrête. Bouge de la En prise directe avec nos réalités urbaines, le hip-hop, danse, rap, graffiti et DJing a provoqué des réactions tranchées dès son arrivée en France au début des années 80. Né dans le Bronx, au cœur des communautés afro-américaines et latines, le hip-hop, poussé chez nous par le DJ Dynasty, trouve un écho réel et immédiat dans nos quartiers. Il s'invite même à la télévision chaque dimanche. Le pays entier découvre le hip-hop grâce à Sydney. L'émission qui s'appelait HIP était surtout axée sur la danse. Et c'est vrai que ça a vraiment été incroyable parce que dans tout l'Hexagone, c'est vraiment quelque chose qui a pris les jeunes. Les médias disaient, oui, c'est juste une mode qui va durer juste un été, voire deux. T'as le présentateur qui est là, qui a l'impression qu'il change de truc pour... il y avait un côté clownesque pour nous, quoi, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais à l'époque, c'était un peu le retour qu'on avait, quoi. Ça avait une vraie profondeur, hein. Ça a été fondamental pour tous les jeunes de banlieue, quoi. Et en général pour la société. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. L'émission ne tient pas 2 saisons, elle disparaît rapidement de l'antenne, le hip-hop est enterré une première fois. Quand les médias ont lâché, en fait, on s'est retrouvés entre nous. De là, il y a eu le fameux terrain vague de la Chapelle qui était l'endroit emblématique où tous les graffeurs se rencontraient. Et de là, moi, j'ai décidé de mettre du son, de faire comme à New York, de faire des blocs parties, donc le groupe électrogène, j'amenais mon matos et d'amener le son. Et à partir du moment où il y avait le son, il y avait les breakers et les rappeurs. Et du coup, on avait les 5 éléments qui étaient réunis au même endroit. C'est comme ça que tout a redémarré et qu'en 86, ça a commencé à se resolidifier et se reconstruire et sans que les médias y soient pour rien dedans. Le magazine Actuel et quelques radios locales s'intéressent à cette nouvelle vague et la réputation des rappeurs dépasse désormais les limites des terrains vagues. Dynasty et Lionel D leur ouvrent l'antenne de Radio Nova et donnent un écho plus large au rap français. C'est grâce à l'émission que j'avais à Nova où avec Lionel, on s'est dit là on va inviter tous les gens qu'on connaît qui rappent et on va diviser l'émission en 2, une moitié rap américain et une moitié rap en français. Vitry, c'était le vivier du rap à l'époque. D'ailleurs, le plus grand animateur de rap de l'époque, c'était Lionel D sur Radio Nova. Lui-même venait de Vitry. Y'a pas de problème, c'est fait pour toi dans tout ce système où tu mènes un dur combat. T'avais pas mal de groupes comme Little MC, Timide et Sans Complexe, avec Doudou Masta. J'avais pas de quoi payer ni un technicien, ni un service d'ordre, ni quoi que ce soit. Du coup, on gérait 50 personnes, Lionel et moi. Et il n'y a jamais eu de grabuge, rien du tout. Mais par contre, dès qu'il y a eu un petit problème, Nova a arrêté l'émission. Mais ça a quand même duré 2 ans et grâce à cette émission, ça a permis de faire connaître NTM, Assassin, Solar, Sony MC, Saxo et bien d'autres. Le rap a mauvaise presse lorsqu'il sort de l'ombre à la fin des années 80. Associé au tag, il est considéré par les grands médias comme une expression de la violence des quartiers en France.
t'as la presse genre François qui eux font par exemple tout un article, 2 pages à l'intérieur avec une carte des gangs considérés en tant que tels. Et ce qui était rigolo, c'est que sur leur carte, en fait, figurait le nom de groupe, donc les NTM à Saint-Denis, les Little MC à Vitry. En fait, c'était que des artistes et non des membres de gangs. Face aux skinheads et à l'impuissance des pouvoirs publics, ils sont prêts à répondre à la violence par la violence. Les gros médias, dès qu'ils ont pu resituer le rap de manière négative dans un environnement de violence, égale banlieue, égale délinquance, et d'autres ont facilement fait l'équation égale noir et arabe, les médias nationaux, ils l'ont fait. Je pense que c'est un phénomène urbain qui correspond à différentes époques aussi, quoi. Je veux dire, dans les années 60, le blouson noir, c'était des bandes, ils se droguaient, ils se battaient, Enfin voilà, quoi, je veux dire, ça a toujours existé de tout temps, quoi, tu vois. Donc voilà, quoi, c'est propre à notre société, puis c'est cyclique, quoi. La vérité, c'est que c'était, comme tout ce qui est un peu subversif, forcément ça dérange le paysage, ça bouscule ceux qui sont dans le décor depuis longtemps. Et d'ailleurs, le rapport ou la caricature avec les banlieues a jamais cessé depuis. On the mic, on the mic. C'est une affaire. Mon esprit est déjà parti en yoku. Considéré comme une musique rebelle, le rap en français trouve son identité et un public de fans, mais effraie la ménagère de moins de 50 ans. Rien ne semble pouvoir empêcher sa progression. Les maisons de disques s'ouvrent au rap hexagonal en 1990 avec les premières signatures d'artistes et une compilation, Rap Attitude. Le genre est désormais reconnu par l'industrie musicale. Je me souviens de Virgin à l'époque où une partie des gens de Virgin étaient vraiment excités par l'album, d'autres étaient très... un peu méprisant sur cette culture entre guillemets de chansons parlées et en fait ça a explosé. L'album il a fait 100 000 très très vite, il est parti sur une population très nouvelle et d'acheteurs de disques, et ça a été le début où toutes les maisons de disques, toutes les multinationales de l'époque se sont jetées sur la vague en signant chaque artiste de cette compile. Quand j'ai appris qu'on risquait de signer, j'étais à New York. Et il y a chez Keops qui m'a téléphoné, il m'a dit « Il faut que tu rentres et tout ». J'ai dit « Mais non, mais moi ça y est, je me suis installé à New York, je veux plus... Ouais, on est en première partie de Jean Gobert, il y a les gens de Virgin qui viennent et peut-être ils nous signeront et tout ». Moi j'avais un peu tourné la page, j'avais même signé un contrat dans une filiale de Def Jam en tant que producteur. D'ailleurs j'avais un très beau contrat. Et je suis revenu en France et je ne suis plus jamais reparti. La plupart des gens qui se sont mis à rapper, ils se sont dit qu'ils en feraient leur vie et qu'ils gagneraient leur vie comme ça. Ils préfèrent aller là où il leur semble qu'il y a les meilleures conditions, la plus grande diffusion, le plus d'argent. Je me dis pas les salauds, les vendus, je me dis plutôt ils ont intérêt à faire gaffe parce que les majors c'est pas des rigolos. Au moindre moment où ça se passera pas très bien, soit parce qu'ils se comprennent pas, soit parce que ça vend pas assez, ils se retrouveront dehors. Lionel D, lui, a été signé chez Squat, qui est devenu Small par la suite, et donc il a réussi à faire un album. On l'a fait, donc c'est moi qui faisais les musiques, et on l'a fait dans les conditions d'un premier album de rap, c'est-à-dire ingénieur du son pas au fait, moi pas assez d'expérience pour pouvoir vraiment lui expliquer ce que j'attendais. Disons, à tous les échelons, on s'est fait mettre des bâtons dans les roues. Il y avait l'Assassin qui refusait d'inscrire les mecs de hip-hop parce qu'il fallait passer un examen de compositeur ou d'auteur, et les mecs estimaient, les auteurs classiques qui faisaient passer ces examens estimaient que les rappeurs savaient pas écrire des couplets-refrains. Donc il a fallu intervenir pour les inscrire et pour qu'ils aient une vraie reconnaissance qui aujourd'hui ne se pose plus du tout au niveau du droit d'auteur. Donc c'était ça un petit peu les débuts du hip-hop en France. Absent de la télévision depuis la disparition de l'émission HIP HOP, le hip-hop y fait son grand retour au début des années 90 avec l'émission Rapline. Mais cette fois, c'est le rap qui est mis en avant. Présent dans les grands médias comme dans les bacs, le rap français atteint un point de non-retour. Rien ne semble pouvoir arrêter sa progression.
Bonsoir, bienvenue sur la Rapline. Il y avait Rapline avec Olivier Cachin, je crois que c'était tous les vendredis soirs. Et c'est vrai qu'on avait une émission juste pour nous. Et c'était l'explosion. Là, on pouvait voir vraiment ce qui se passait ailleurs en France, parce qu'à l'époque, on n'avait pas suffisamment de concerts pour se déplacer, pour aller à la rencontre des gens, pour rencontrer les gens. Pour nous, c'était une fierté quand on voyait des gens de chez nous, justement, sur Rapline. Et pour nous, c'était même un rêve. On avait envie de passer dans cette émission. Quand on voyait les clips, etc., nous aussi, on voulait le faire. Tu vois, avec Mokobé, du 113. Puis toute la bande de copains qu'on était à l'époque, quoi. Alors que le rap français émerge, que les disques commencent à se vendre et que son dynamisme séduit, il est secoué par la rivalité entre les deux groupes les plus célèbres de l'époque, IAM et NTM. Le Nord, le Sud, Paris, province, les clichés foisonnent. On s'affronte sur fond de musique rap. NTM, IAM, c'est Paris-Marseille, quoi. C'est OM-PSG, quoi. Un noir, un blanc, les autres ils viennent de Marseille, nous on est de Paris, ils sont supporters de l'OM, nous de Paris. Voilà, on vend à peu près les mêmes nombres de disques, on a des détracteurs de chaque côté, des supporters de chaque côté, donc c'était assez facile de faire le parallèle. Et puis il y avait aussi des thèmes traités qui étaient entre guillemets les mêmes, même si c'était pas abordé de la même façon. Donc c'était facile de nous mettre en compète. Ça nous arrangeait plus qu'autre chose, quoi. Ah, il y a quelqu'un en face, ok. Mais vous n'en avez pas un deuxième, un troisième, un quatrième, tu vois. Ça plaisait aussi aux médias de nous opposer, les gentils, les méchants, les intelligents, les brutes, si vous voulez, quoi. À l'époque, ça faisait un bordel. Il y avait 2 groupes, 3 groupes assassins qui se battaient un peu pour la domination du rap. Assassin était injustement écarté de la course parce qu'ils avaient, pour moi, un très très bon niveau. Ouais, c'était la compétition, quoi. Mais compétition saine. Alors après, tu peux avoir quelques mots, mais bon, il y a eu une petite bagarre. Je me souviens une fois à la sortie du spécial Canal Plus d'IAM, qui était ridicule, qui a été causé par un des managers d'IAM de l'époque, qui nous a fait une Eric Cantona, toi, mais sinon il n'y a jamais eu de grosse embrouille entre voilà. Après c'est des embrouilles de mecs de quartier, c'est pas des embrouilles de mecs du rap, tu vois. Et c'était le vrai clivage dans la presse, dans les concerts, qui en fera plus. Mais d'un autre côté, il y a eu des trucs pas bons, il y a eu des conneries dites des deux côtés sûrement. Mais ça crée une émulation. C'était intéressant d'avoir 2 écoles, quoi, et avec une école très familiale qui était IAM. Et un truc individualiste qui s'est construit derrière NTM, qui est intéressante aussi. Et avec deux bons managements derrière qui connaissaient bien le sujet, ça a permis, moi je trouve que ça a vraiment aidé le développement d'autres, entre guillemets, d'autres écoles et d'autres artistes. Sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait... L'audience du rap français grandit. La France bien pensante, la France vieillissante grince des dents. Au conflit interne au mouvement s'ajoutent désormais des pressions médiatiques, politiques et juridiques. Elles apparaissent au grand jour en 1993 avec le titre « J'appuie sur la gâchette » de Suprême NTM. Le rap connaît sa première polémique nationale. On écrit un morceau... qui raconte un peu la vie d'un mec qui a à peu près 40 piges et puis qui a à peu près tout loupé et qui décide de se suicider. Et donc quand on sort ce clip, les gens pensent que c'est l'apologie du suicide et qu'on appelle les gens à suicider. Sur la pochette, il y avait un flingue aussi pour illustrer donc le côté j'appuie sur la gâchette. Les gens se sont déchaînés en disant qu'on prenait... les armes et tout ça. Nous, notre beurre, on l'a toujours fait en concert et pas ailleurs. On sort un album, mais en fait, on sort un album pour aller faire du live. Hein. Donc en fait, ça nous arrange qu'il y ait polémique, tu vois. Puis tu sais, je vais dire un truc, quand tu t'appelles Nick ta mère, toute polémique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est à prendre, hein, malheureusement. À l'époque, la droite était assez majoritaire dans les villes. Donc quand on a décidé de faire une tournée aussi, ça s'est résumé à une petite excursion de 3 petites dates. Ça, c'était emmerdant. Puis c'était une façon aussi de survivre, de faire des dates. Pour nous. Alors qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Le message est clair et a déjà suscité bon nombre de réactions. Mais ce ne sont pas leurs textes qui valent leur condamnation au NTM, mais des insultes non enregistrées que le groupe a proférées entre ses morceaux à l'encontre de policiers présents ce soir-là. C'était au concert de la Seine-sur-Mer en juillet 1995. Un syndicat de police avait porté plainte. On a été condamné à, 6 mois d'interdiction non, plus que ça, d'exercer 6 mois de prison déjà, ferme au départ.
et interdiction d'exercer notre profession. Et ensuite, il y a eu un appel où on a pris, je crois que du sursis et une amende. Qu'on les fasse payer pour ce qu'on considère comme étant une diffamation, c'est une chose. Qu'on les empêche de dire tout le reste qu'ils ont à dire, dont la fièvre qui n'a rien à voir, ça c'était vraiment ridicule, quoi. J'ai dit, ouais, ce serait très emmerdant qu'ils nous envoient 6 mois en prison, mais on se disait quand même, c'est pas possible, on est en France, donc normalement non. Donc voilà, on prenait ça avec détachement, et puis par la suite, on a eu des morceaux qui ont fonctionné, donc ça a été avalé, quoi. Il y aura toujours des procès. C'est ça qui est un sujet très compliqué, c'est au fond de savoir quel est le degré supplémentaire de liberté d'expression qui est reconnu à un artiste. C'est un sujet vieux comme le monde. Il y a 20 siècles, ça s'est posé. Dans 20 siècles, ça se posera. Après le 93, c'est le 95 qui s'attire les foudres des autorités. Le groupe sarcellois, Ministère amer, déclenche la colère de la police avec une campagne de presse provocatrice autour de Sacrifice de poulet, titre inspiré du film La haine. Le rap devient ennemi d'État. On avait sorti La haine, il y avait et Kenzie a eu un procès, parce qu'ils avaient fait un morceau qui s'appelait Sacrifice de poulet, et à l'époque de Delarue, je me souviens plus du nom de son émission, et il avait dit un lascar tué, 2 poulets sacrifiés. Nous on s'est rendu compte, à chaque fois que quelqu'un se fait tuer par la police, un jeune noir ou un jeune arabe, la solution qu'on proposait c'était soit le discours avec des policiers, ce qui pour nous est... faut même pas y compter, soit des parties de foot. Nous on a dit non. Un lascar assassiné, 2 poulets sacrifiés. Faites d'abord ça et après on verra. Et il y a eu un procès, je crois qu'il a payé 20 briques de procès. 30 000 €. S'il y a un appel au meurtre, je veux dire que c'est passible de la loi, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de circonstances qui peuvent excuser un certain nombre de choses. Et pour autant, le cri de l'artiste, c'est important que ça soit un cri libre et que ça soit un cri extraordinairement violent. Et Ministère Hammer, quand on regarde qui est derrière, Stomy aujourd'hui, il fait des courts-métrages et des cinémas pour la télé, c'est vraiment pas un mec méchant, quoi. Les mecs avaient peur de Stomy. Passy, c'est quand même socialement un mec agréable et cool. Gynéco, on est mort de rire. Donc je veux dire que c'est ça qui faisait peur à la France, vous voyez, qui m'a fait moi aller voir des inspectrices de police pour parler des paroles. Je veux dire, c'est quand même une farce. Avec l'émergence des ministères Hammer, il y a eu vraiment une arrivée du rap banlieue, du rap banlieusard. Ça a donné suite à plein d'artistes qui sont arrivés issus de la banlieue avec des propos virulents, des propos durs, beaucoup plus virulents que les artistes qui étaient là, qui étaient déjà là en place, quoi. Alors que les grandes maisons de disques ne signent plus de rap, une nouvelle génération éclot au milieu des années 90. Une génération qui révèle une situation toujours plus tendue dans les quartiers, qui n'a plus rien à perdre mais beaucoup de choses à dire. Un rap encore plus dur, sans concession, trouve refuge sur des labels indépendants. La fin justifie les moyens. On était acteur de cette dynamique. En 95, j'ai sorti mon premier disque, Le Poison d'Avril, qui était totalement en indé. Voilà, vinyle à la main, on les apporte au magasin de disques à l'époque en dépôt-vente. Et puis voilà, ça générait finalement une attente, ce qu'on appelle du buzz. Et puis c'est comme ça que t'es arrivé justement à faire des concerts, à te faire un nom, quoi. J'aurais dû être sur scène, un chanteur de salsa, mais manque de veine, la vie que je mène me fait changer de voix, mais trop de haine, troquer mes congas pour le mic, mon son pour le rap, ya. Au niveau du hip-hop, il y a un truc qui est primordial, c'est garder sa production à 100% authentique, et il n'y a qu'avec un label indépendant qu'on peut le faire. Il y a eu la Clica qui ont précédé, qui ont vraiment apporté un modèle économique, et puis après il y a eu nous, il y a eu Time Bomb, il y a eu plein de groupes, quoi. La deuxième vague, un peu d'indépendance, comme ça, 95-96, moi, je l'ai vraiment vécu avec plaisir, quoi. C'était une grande colonie de vacances. La clica, viens la gars, c'est comme ça que se passe. Ego size pour la clica, écoute ça mon gars, je me pose en freestyle. Ça bouillonnait d'artistique, de gens qui avaient envie de tout bouffer. On n'était pas dans un misérabilisme, un assistanat. Comment je vais faire pour toucher mon petit truc et comment je vais niquer l'autre pour avoir mes 50 €. Non, tout le monde voulait être capitaliste. Monter sa société, prendre son argent, à rien attendre de personne. Magnifique. On est des humains, on se prend en main. Et tout ça à travers une culture, la culture hip-hop. IAM explose, NTM explose, il y a plein de nouveaux groupes. Le rap devient populaire auprès d'une génération de consommateurs. Et je fais une sorte de compilation d'un panel des meilleurs groupes, pour moi bien évidemment. Et à l'époque, il y avait Marie-Laurette Guérin qui m'a aidé à faire cette compilation, de faire Hostile.
Et donc là, c'est là l'émergence de Lunatic, de Arsenic, de Doc Gynéco. Mais on savait qu'il se passait quelque chose, qu'on créait un engouement chez les jeunes. La radio qui nous a mis au top ces générations, à l'époque c'était dans une maison de retraités. On allait tous les mardis, je crois tous les mardis ou les mercredis freestyler là-bas. On n'était pas tout seul, mais c'est là que le mouvement, que Time Bomb, que la nouvelle génération amène un nouveau concept, un nouveau son. Évidemment, ça percute l'Île-de-France, ça percute les jeunes. Les cassettes s'enregistrent, elles sont diffusées en province. On est dans un phénomène. On a sorti des freestyles, on a fait une émission Captain Café avec Ambre Foulquier et son père. Voilà, il se passait quelque chose. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino. Criminel au MIC, si t'es pas de chez nous, c'est nique le taf, le bis, mépris et les cheese. Les pauvres claques, mon style craque, reflète une zappe. À cette époque, il y a encore le côté puriste, quoi. Il y a le côté, on aime cette musique, on est derrière cette musique. Et c'est ce qui génère Time Bomb. C'est ce qui génère Time Bomb, ce qui génère Secteur A, ce qui génère tout ce qu'il y avait avant. Après, ça part en couille. Avec Time Bomb, c'est ça le rap. Ce que nous, on peut appeler l'âge d'or du rap français, c'est ça. Février 97, un concert gratuit réunissant plusieurs artistes de la nouvelle vague, notamment ceux du label Time Bomb, est programmé dans un grand magasin de disques parisien. L'organisation et la sécurité sont dépassées. Les grands médias ne retiennent que le chaos et les débordements plutôt que le regain de popularité du rap français. C'était un premier événement, il y a Marc, le label, qui pourquoi pas on fait le truc, nous on dit ok on le fait, on l'organise. J'arrive en voiture sur la ville de Wagram je crois, et je vois les CRS partout, la rue est bloquée, je fais qu'est-ce qui se passe, il y a un feu. Et là je me rends compte qu'on a été dépassé par le phénomène. Nous on est arrivés, on est allé dans les loges, et à un moment il y a le mec de la FNAC qui vient nous dire c'est chaud, il y a trop de monde. Ils étaient environ 500 venus écouter leur groupe de rap favori. Concert gratuit, salle archi-comble, ambiance surchauffée. Vers 17h, le personnel préfère annuler pour éviter tout débordement. À l'époque, il n'y avait pas de thermomètre, il n'y avait pas de médiamétrie, il n'y avait pas de vente d'album, de top album, donc on ne savait pas, on rappait juste quoi. Et c'est à la Fnac des Termes, avec l'émeute qu'il y a eu, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de costaud quand même. Il y a une explosion aussi pas que d'une scène parallèle underground, mais aussi de... Là, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui vend des disques quasi autant que les anciens, entre guillemets. Et ouais, propulsé par aussi par ce média qui a été Skyrock. Hardcore. Le rap est définitivement inscrit dans le paysage musical français. Grands succès et sorties de route ont fait et défait sa réputation. Ses disques se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, il devient le genre préféré des moins de 25 ans en France. Du fanzine aux grandes radios, certains médias se consacrent exclusivement au rap. Une nouvelle popularité qui s'accompagne de nouveaux problèmes. Le rap français qui commence enfin à vendre par paquet, c'est grâce à Tabata Cash et Jacques Toubon. Alors Tabata Cash qui était une ancienne actrice porno. On lui confie une émission le soir sur Skyrock et elle joue du rap. Et ça n'arrête pas d'appeler Elodie Matt Grimpe. Et du coup forcément à la direction des programmes de Skyrock, ça fait un petit tour quoi, on s'interroge. Et Jacques Toubon qui était ministre de la Culture étiqueté RPR, il est à l'origine d'une loi sur les quotas. Il faut qu'il y ait un certain quota par radio, télé, de diffusion de musique exprimée en français. Ça se fait pas du jour au lendemain d'ailleurs, hein. Skyrock ne devient pas premier sur le rap du jour au lendemain. C'est-à-dire que progressivement, ça fait 20% de la part musicale de la playlist, puis 30, puis 40, puis 50%. Voilà. C'est venu naturellement sur 6 mois. Les annonceurs n'ont pas aimé cette image hip-hop, alors qu'aux États-Unis, les annonceurs de sport type Nike ou Adidas étaient derrière des Run DMC, des Def Jam. En France, ça s'est jamais vraiment bien passé.
L'histoire, elle est que Skyrock a fait un choix qui a été risqué, qui était compliqué même pour parce qu'au niveau local, je peux te dire que quand on a commencé à jouer 113 Hold Up, là, tous les mecs qui me disaient non, c'est impossible. Toc, toc, toc. Son très intouchable, ta gueule, c'est un hold up. On braque, charge les sacs. Ah ouais, ce morceau, c'était un truc de ouf. C'est notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc. Son très intouchable, ta gueule. Je pense que si ce format-là n'avait pas eu le soutien du public, je veux dire, on n'aurait pas pu le conserver. Tu prends un jeune de 10 piges ou de 11 piges qui a des rêves plein les yeux et qui aimerait être rappeur. Son idéal, c'est de sortir un disque, d'être en maison de disques, de s'acheter une grosse voiture, de gagner de l'argent, de passer sur Skyrock. Tu vois, c'est tout ce dont je rêvais étant plus jeune. Je ne dis pas que Skyrock a découvert, a fait ça. Je dis que Skyrock a popularisé le rap. Et que s'il n'y avait pas eu Skyrock, je veux dire qu'il n'y aurait plus de médias, de mass médias pour exposer cette musique. Et donc cette musique, elle serait retombée. Je veux dire que les mecs aujourd'hui passent sur cette radio et fassent de l'argent avec. Voilà, chacun sort de son ghetto et avec les moyens qui lui sont appropriés, quoi. Je vais pas lui faire le procès. Mais après, c'était pas eux qui profitaient le système. Le système, il profite à cette radio, à ces gens, voilà, qui sont à la tête de gros médias, qui constituent des monopoles. Et nous, dès le début, quelque part, on s'est dit que finalement, entre guillemets, l'intérêt du groupe, c'était de se construire en marge de ce monopole. Un jour, on a fini l'album, je rentre dans le studio, je vois Laurent Bounot, je dis qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Et on me dit ouais, arrête, faut qu'il écoute parce que nanana. J'ai dit par contre, je veux pas entendre, il retourne faire des edits ou le mix nanana, parce que je vais en foutre tout de suite, quoi, tu vois. À un moment donné, les gens ont accepté ça. Nous, on n'a jamais accepté ça. Donc, le fait que les autres l'acceptent, il a essayé avec nous, mais ça n'a pas marché, tu vois. Mais c'est ce qui aussi a peut-être tué l'indépendant, tu vois. L'interventionnisme, il n'a jamais eu. Je suis pas producteur. Quel est mon intérêt ? J'ai pas produit des disques. Après, je donne mon avis. Si on me demande mon avis, je le donne. Affaire de famille, Secteur A. Formé autour du groupe sulfureux ministère amer, le Secteur A s'affirme avec une stratégie bâtie autour d'artistes comme Doc Gynéco, Tommy Bugsy ou Passy. Il propose un rap plus accessible et populaire. Skyrock accueille le collectif à bras ouverts, mais les réjouissances sont de courte durée. Cette fois, l'ennemi n'est ni la justice, ni la police, mais l'argent. Ça a été le succès de Skyrock, mais on disait que c'était la radio du Secteur A, c'est vrai qu'on jouait beaucoup. On sortait, à un moment donné, du tandem Ayam Ntem. Donc là, ça ouvrait à un moment donné le jeu. Moi, quand je regarde aujourd'hui le rap français aujourd'hui, je pense qu'il manque énormément de mecs comme Kenzie, quoi. C'est des mecs qui savaient de quoi ils parlaient, qui étaient nourris à la culture et qui avaient le côté rue et le côté intelligence. Ça donnait Secteur A. L'aventure Secteur A, tout ce qu'on a pu faire, ça sortait du crâne d'un fou malade comme Kenzie. La première fois que j'écoute Arsenic, c'est sur une compile de Desch. Je deviens fou. Mais je deviens fou, j'entends le flow de Lino, le flow de Calbo, je deviens mais comme un malade. J'appelle Kenzie, il me fait « Alors, tu crois qu'on te ramène quoi de Sarcelles ?» Et on a fait l'album direct, on a vendu 250 000 albums. Et surtout, notre moteur avec Kenzie, c'était de prendre des groupes pointus, qui rappent, parce qu'on a toujours aimé les mecs, le flow et puis l'écriture, et d'en faire des stars. C'était big, mon frère. C'était big. C'est des jeunes noirs qui entreprennent et qui font les choses en grand. Ça, c'est rarement vu en France. Faut respecter ça. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des problèmes. Mais on s'en branle. L'important, c'est ce qu'on est arrivé à faire. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas finalisé. Gynéco a un peu pété les plombs à un moment. Il a accusé ses potes de... Si je m'en souviens, c'est quand son père est arrivé, t'en souviens, je sais pas, l'arrivée du papa, qui a vu tout le pognon, et qui s'est dit, oui, le Secteur A fait fumer des joints à mon fils, et il avait commencé à créer des embrouilles pour rien, comme si c'était Kenzie qui donnait des joints à Doc Gynéco, quoi. Toi, du genre, fume, pour compte drogue. Donc là, ça a été, le Gynéco a un peu pété les plombs, et ça, c'était l'entourage négatif de Virgin, c'est-à-dire que ces artistes n'étaient pas prêts à un tel succès, à la fois en termes de popularité et en termes d'argent. Un artiste mal accompagné, généralement, a des problèmes. Il y a des problèmes de raquettes, il y a des problèmes, évidemment, d'argent, des problèmes de femmes. Je me suis retrouvé millionnaire à 20 ans, donc
je t'avouerais que en recevant mon premier chèque SACEM, ma préoccupation, c'était pas d'aller en studio faire un autre album. C'était d'acheter une Mercedes, c'était de voyager, c'était de serrer des meufs, c'était l'état d'esprit logique, tu vois, d'un mec de 20 ans. Qui se sont fait tuer à la fois par les impôts et se sont fait tuer à la fois par une grosse tête. Ils ont pris le melon. Voilà, on va dire ce qu'est. Tout en étant intelligent, mais à un moment, Gynéco l'a totalement pété les plombs, ça l'a rendu dingue. Si le secteur A n'a pas hésité à jouer la carte d'un rap grand public, le ton change à la fin des années 90 avec la Mafia Quinfri. Le collectif du Val-de-Marne s'affirme, lui, avec une image ghetto, en prise directe avec les quartiers de France. Un groupe qui marquera à jamais l'histoire du rap et dont le parcours sera aussi bien jalonné de réussite musicale que de drames humains. Avec les membres de la Mafia Quinfri et avec d'autres comme Expression Directe, là, c'est pas du marketing. Ils sont ce qu'ils écrivent, ou en tout cas leurs potes les plus proches sont ce qu'ils écrivent. On était dans une grosse équipe, voilà, la Mafia Quinfri, c'est-à-dire qu'on débarquait à 50, à 100 dans les radios, freestyle. On allait dans des concerts où il y avait 5, 10, 15, 20 personnes. Mafia Quinfri, c'était le pur produit du terroir, tu vois, le pur produit de la rue. Et voilà, dans cette équipe-là, t'avais des activistes de la street et des activistes du rap. Moi, j'étais un peu des deux. Et voilà, après l'histoire, on était tristement célèbres pour moi, tu vois. Beaucoup de gens s'identifiaient à travers nous, à travers nos textes, parce que voilà, ils vivaient ce qu'on racontait, tu vois. C'était un miroir pour eux, la Mafia Quinfri. Et ça nous a servi comme ça nous a desservi, je pense. Y'a peut-être pas une équipe dans le rap qui est en souffert. Où l'on y était, on y a saigné à cœur ouvert. C'est le rap de la voyoucratie. Je sais que ce mot-là n'existe pas, mais faut le mettre dans le dictionnaire. Parce qu'il nous définit parfaitement, tu vois. Et voilà, on a perdu des gens, paix à leur âme, sous des actes violents qui ont fait peur à beaucoup de gens, tu vois. Qui ont fait prendre du recul d'ailleurs, à nous tous. Il y a des moments où on sourit, il y a des moments aussi où on regrette parce que voilà, Mafia Quinfri, comme dit Kerry dans Thug Life, c'est aussi voilà, une histoire douloureuse, quelque part. Mais voilà, c'était ça l'état d'esprit. Je pense que c'est ça qui a fait le buzz justement de l'équipe. On poussait des cris en fait quand on rappait, tu vois. Et bon, aujourd'hui rien n'est acheté. Tu vois, aujourd'hui j'aurais juste voulu une chose, c'est que mes amigos, ils sont en vie encore. On est jeunes et ambitieux. Déjà remarqué au sein du collectif Mafia Quinfri, le 113 explose dans tout l'Hexagone. Il vend des centaines de milliers de disques et fait main basse sur 2 victoires de la musique en 2000 au nez et à la barbe des cadres de la variété française. Le groupe incarne à lui seul le paradoxe du rap français. Populaire mais ignoré par le monde du showbiz et des grands médias. 113. C'est 113. Venez chercher votre victoire, élue par le public. C'est la plus belle de toutes, venez là. On gagne les victoires, on a le trophée. Je m'en rappelle, j'ai fait un truc de gamin, mais j'étais super content. À un moment, il y avait une pièce où tu avais tout le show business. On rentre dans la pièce, on avait le trophée, on était en train de crier. Ouais, on a gagné, tu voyais la tête des gens. Et moi, je l'ai vu, la tête des gens. C'était juste, t'avais l'impression qu'on leur avait annoncé un décès. C'était un décès, c'était un deuil dans le showbiz. Mais le succès ne protège ni des problèmes ni des pressions politiques. Pendant les émeutes de Clichy-sous-Bois, le député UMP François Grosdidier et 200 parlementaires poursuivent 113 et 8 autres groupes pour atteinte à la dignité de l'État. Parole qui incite directement au racisme anti-blanc, qui désigne les blancs, qui sont les toubabs, les babtous, les faces de craie, les désigne comme les ennemis, comme les héritiers biologiques des esclavagistes, et qui incite directement à la violence dans les termes les plus grossiers, les plus outranciers. François Grosdidier, je l'ai eu au téléphone et c'était assez drôle parce que il m'expliquait donc que il y avait vraiment des rappeurs, ça ne pouvait plus durer, que c'était l'anti-France et qu'en plus il faisait du business avec ça et que c'était pas possible et qu'au moins il y avait des rappeurs sympathiques comme Stomy Bugsy qui eux faisaient des chansons que à l'occasion il pouvait écouter chez lui. Donc François Grosdidier ne connaissait pas Ministère amer, mais c'était assez drôle quand il m'a dit ça. On apprend qu'on est sur la liste et puis tout le monde nous appelle comme si c'était, tu vois, comme si c'était, je sais pas moi, la liste
la liste d'Al-Qaïda ou je ne sais pas. Nous, dans notre tête, on s'est dit, bon, bah vas-y, on prend cette nouvelle à bras ouverts et puis voilà, on y va. On verra quoi qu'il arrive ce que ça va donner, mais on ne changera pas nos positions, notre manière d'être. Mais voilà, le mec, il n'existe plus, son histoire, elle était complètement balourde. Et là, par contre, tous les médias ont relayé l'info. Là, par contre, ça les intéresse quand ils voient qu'un député, justement, attaque le rap français. Tout ça est une immense manipulation. Il faut savoir que ça vient de groupuscules d'extrême droite et de sites que je ne citerai pas, qui eux-mêmes mettent la pression sur des élus locaux en leur diffusant une fausse liste et des faux propos. Mais on voit bien le phénomène d'hystérie collective et de manipulation, parce que c'est trop facile de faire le lien entre les émeutes de Clichy, les rappeurs, de prendre des textes sortis de leur contexte en faisant du cut et de dire que c'est eux qui ont appelé à l'émeute et au racisme anti-blanc. Non, moi je pense plus qu'il y a autre chose qui dérange. Je pense que c'est les enfants des immigrés qui s'expriment. Tu vois, on n'a jamais été là super bienvenus ici pour moi. Je veux dire, c'est la vérité. Et ça nous suit jusqu'au showbiz. On a peur du rap parce qu'il y a des gens qui expriment aujourd'hui une forme de rejet, plus ou moins fort d'ailleurs, mais d'un système qui est un système qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne au prix du sacrifice de générations entières ou de quartiers entiers. Symptomatique de la relation entre le rap et l'État, une nouvelle affaire oppose le groupe La Rumeur au ministère de l'Intérieur. En 2002, suite à un article dans lequel il prend position contre les bavures policières, le rappeur Amé est poursuivi par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. La procédure durera 8 ans. 8 longues années qui feront trembler le rap français dans ses fondations. Avec La Rumeur, donc pour accompagner la promotion de notre album, on sort notre propre magazine. Moi j'ai écrit un article sur Skyrock, qui s'appelait « Ne sortez plus sans votre gilet pare-balles ». Comme c'est des gens très courageux, ils sont allés la porter à la PJ. Et il s'avère que quelques jours plus tard, il y avait une fusillade, je crois, pas loin de leurs locaux. Donc ils ont essayé de nous coller cette affaire sur le dos, qu'ils n'ont jamais réussi à démontrer d'ailleurs. Le parquet n'a pas suivi la plainte. Ensuite, il y a eu l'article qui s'appelait « Insécurité sous la plume d'un barbare ». Donc l'article d'Amé, en gros, disait qu'il y avait une espèce de tradition depuis l'entre-deux-guerres, des bavures policières qui touchaient en priorité les gens issus de l'immigration dans les banlieues. Une permanence de ce genre de bavures policières. Donc le ministère de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy a attaqué, disons que c'était une diffamation à l'égard de la police nationale. Si ça on l'avait écrit dans le cadre d'un morceau, tu sors la jurisprudence, que ce soit Brel, Renaud ou Brassens et autres, qui ont eu des paroles très dures envers la police, et tu sais que tu as beaucoup plus de chances de t'en sortir. Maintenant, dans le cadre d'un article, c'est plus difficile, parce qu'on considère que c'est de fait un point de vue sérieux. De toute façon, dans tous les temps, dans tous les pays et pour tous les régimes, je veux dire, un ministre de l'Intérieur chargé de l'ordre et de la sécurité, par définition, il aura un point de vue conflictuel avec celles et ceux qui sont les apôtres absolus de la liberté totale. Voilà, c'est, je vais dire, vieux comme le monde. La stratégie de défense de Amé, c'est pas je suis un peu poète, un peu illuminé, c'est je dis la vérité et je vais vous le prouver. On lui a fait payer le fait de ne pas s'excuser. Quand tu t'appelles Mohamed et que tu es algérien en France, et que tu mets en avant cette réalité-là, avec des résonances liées à la guerre d'Algérie, c'est soit tu fermes ta gueule, et dans ce cas-là, t'es pas inquiété, ou soit, comme lui, tu décides de ne pas t'excuser, et d'aller jusqu'au bout, te battre, et voilà. Et puis après, l'histoire nous a donné raison. Voilà. L'unique raison pour laquelle le ministère de l'Intérieur s'est acharné pendant des années et des années, c'est de les saigner économiquement, c'est-à-dire que ça coûte tellement cher en frais de justice, en avocat, et puis aussi en tension nerveuse, que c'était pour tuer le groupe, et de fait tuer des individus. Donc vraiment, La Rumeur, on sent qu'il y a dans cette affaire un côté beaucoup plus dangereux que tout ce qui avait été fait auparavant. C'est mieux que des disques d'or pour nous. Parce que demain, tes enfants, mes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, qui étudieront le droit, et quand ils verront cette jurisprudence, c'est inédit dans l'histoire finalement de la musique contemporaine qu'un groupe de rap gagne face au président de la République.
meuf croit, tu peux pas t'être. Mohamdoullah ça va, Mohamdoullah ça va. Déconcentré, t'étais déconcentré, mal. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie, moi j'aime la rime et j'emmerde ma rime juste parce que ça fait zizi. Au milieu des années 2000, le rap campe au sommet des ventes. Booba, Rof, Soprano engrangent les disques d'or. En 2006, Diams est l'artiste qui écoule le plus d'albums en France. Les problèmes ne disparaissent pas pour autant. Le rap n'a pas meilleure réputation et les télévisions n'ouvrent pas plus leur antenne. C'est pas la rue, mais l'être humain qui m'attriste. Comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ. C'est Sopran Baba, Baudelaire comme bilan pour les mecs d'en bas. Flow décalé pour les mecs qui ne comprennent pas que ça vient de Massilia. Dédicacé à la Suija, dédicacé à L.I.N.O. et à la Mycéléa. Artistiquement, tu as une génération, la génération des Rof, des Diams, des Booba, qui est bien installée et qui, quand ils sortent un album, ça marche bien. Ça marche bien. À la fin des années 90, on recevait 10 albums par mois, puis après 50, puis après 100. Et c'est vrai qu'on a atteint le sommet du sommet, je pense, en 2006, où que je passe 50 sorties d'albums par mois. On voyait très bien que c'était tellement populaire, il y avait tellement de sorties que, de toute façon, c'était la fin d'un système, que obligatoirement, les gens ne s'en sortiraient pas. Le web est arrivé en disant que finalement... ça prend le relais et en fait il y a un déplacement vers l'image. Maintenant je ne reçois plus jamais de mails au moment de jouer un titre en playlist. On reçoit par contre plusieurs mails par jour avec des clips vidéo en disant est-ce que vous pouvez mettre ce clip sur votre site. Le rap français connaît une nouvelle révolution à la fin des années 2000. Il s'empare d'Internet et profite d'une liberté d'expression et de création nouvelle. Il peut enfin espérer contrôler sa destinée médiatique et son image. Mais la course au buzz emprunte parfois des routes dangereuses. Si des artistes se révèlent sur le web, la toile est aussi source de provocation et de dérapage. On a très vite compris qu'avec Internet, on pouvait aller loin. Donc on a commencé à balancer des trucs comme ça et je pense qu'on fait partie des premiers qui ont compris que Internet maintenant c'était l'avenir. Parce que les gens ils regardent plus de télé, c'est fini la télé, s'ils sont tout le temps sur Internet, ils rentrent, c'est Internet direct. Donc on a capté ça et c'est ça qui nous a aidés je pense. Ça a commencé vraiment avec Antitectonique. Et on a eu des retours sur YouTube beaucoup. La vidéo elle a été vue plus de 500 000 fois, je sais pas combien de fois. C'est monté, c'était incroyable. Je me rappelle à cette époque, je taffais à la Poste et je recevais des textos d'Adama de la Poste. Ouais, on était vu 100 000 fois aujourd'hui, on est arrivé à 100 000, on a fêté ça carrément. C'est un truc de fou. Parmi les artistes révélés par Internet, Orelsan figure en bonne place. Alors qu'il travaille sur la promotion de son premier album, la vidéo de son ancien titre Sale pute ressurgit sur le web et fait scandale. La machine médiatique s'emballe. Orelsan en concert, c'était en avril dernier à Rennes, mais au Francophonie de La Rochelle, son concert a été déprogrammé et annulé. La raison, une chanson. Ça s'est politisé, après il y a eu des déclarations d'un peu tout le monde, Marie-Georges Buffet, je sais plus exactement qui, quoi, quand, où. Au final, les médias s'en sont mêlés et là c'est devenu un gros bordel pendant... jusqu'à maintenant en fait. Quand Orelsan fait un morceau sur le dépit amoureux, de s'être fait larguer et de pas le pardonner et de devenir haineux et pitoyable, parce qu'on passe de l'amour à la haine en général, il ressort pas glorieux quoi. Il dit lui-même qu'il est une pauvre merde qui essaye de se battre avec le peu d'armes qui lui reste quoi. J'ai eu beaucoup de dates d'annulées et j'ai eu beaucoup de mal à reprogrammer des concerts en fait, parce qu'à chaque fois où j'allais, il y avait une manif, il y avait des associations locales qui mettaient des pressions sur les salles de concert. Donc au final, c'était un gros bordel médiatique. S'il assume ce qu'il dit, il doit pouvoir assumer qu'on annule les concerts. Hein. On n'est plus du tout dans un texte qui conteste le système. Il ressemble à tous ces mecs qui pensent qu'on peut s'asseoir sur la moitié de l'humanité. Mais c'est du flan, ça. C'est du flan, ça. Annulation de date. Annulation de date. Nous aussi, on a eu le comité des maires en colère. Ouais, mais écoute, tu veux que je te dise un truc, hein, de toute façon, ça nous a pas empêché d'avancer, ça l'empêchera pas lui-même, Orelsan, d'avancer. Ils font des conneries, et les rappeurs, comme tous,
l'homophobie et les choses comme ça, mais c'est des conneries qui sont pardonnables si les gens font. La section d'assaut, ils ont fait leur mea culpa, voilà, et d'autres en font. Il y a toujours des fautes de cas. Section d'assaut triomphe en 2010. Après un succès en indépendant et des millions de clics sur Internet, le groupe convertit son buzz en succès national et atteint le disque de platine en quelques semaines. Mais la révélation sur le web d'un article dans lequel un membre de la section se déclare homophobe met le groupe en péril. On avait un petit public de base qui nous soutenait, on avait des supporters, mais il y a un moment où vraiment du jour au lendemain ça a explosé, c'est devenu ingérable, tu vois. Et voilà, on a appris à gérer sur le tas, tu vois. Et on a fait des erreurs, bien sûr, parce qu'on n'avait pas l'expérience et on a appris beaucoup de choses aussi. Une fois l'article révélé, les médias boycottent. Section d'assaut sort des playlists et se retrouve banni des grands plateaux télé. Je pense qu'il faut pas tenir ce genre de propos, et puis eux-mêmes, tu vois, l'ont compris, et puis il faut laisser les gens vivre tels qu'ils ont envie de vivre. Que tu sois homosexuel, hétéro, que tu sois ce que tu veux dans la vie. C'est ta vie, ça te regarde, et puis on n'a pas à t'insulter, tu vois. On parle beaucoup de l'erreur, mais on parle pas de tout ce qui a été fait derrière pour rattraper, tu vois, pour réparer. On a fait un concert le 1er mars à l'Élysée-Montmartre qui a affiché plein. C'était un concert contre les discriminations. On a fait une tournée en France où on a été dans un peu toutes les villes de France, rencontrer un peu toutes les associations qui luttent donc contre l'homophobie pour faire des tables rondes et tout ça. Et ça s'est toujours bien passé, tu vois. Ça aurait dû être aussi l'occasion pour faire un débat sur la place de l'homosexualité dans le monde, comment elle est ressentie. C'est pas gagné là non plus, hein. Mais c'est triste, c'est une grande tristesse pour moi. Même si le rap est devenu un genre populaire auprès du public et que de nouveaux talents apparaissent, les problèmes subsistent. Malgré le succès, certains artistes rap continuent de faire allégeance à la rue. La street credibility est même cultivée comme un argument publicitaire. Mais la rue a ses propres problèmes et réalités. Et lorsqu'elle rattrape le rap, il n'est plus question de marketing. Moi, je fais aucune différence entre la rue et le rap, tu vois. Pour moi, ça reste la rue, tu vois. Le rap, il est comme ça. Tu vois, aujourd'hui, on avait une histoire, moi et Kamel l'Ancien. On s'est clashé à mort. Ensuite, voilà, on a mûri. Je pense qu'on le referait tous les deux. Parce que c'est comme ça, tu vois. Quand t'as une histoire dans la rue, et ben, tu fais face. Tu recules pas, tu fonces, c'est tout. Tu vois. Tendre l'autre joue, c'est pas chez nous, tu vois. Tu sais, la street crédibilité, comme on dit, moi, je me bats pas pour ça, tu vois. Je me revendique comme être la rue. Je calcule rien, mais quand les gens veulent entacher mon image, gratuitement, stratégiquement, je suis obligé de faire quelque chose. Ça va ensemble. Ferme ta gueule, ou bien sors ton gun et assume-moi c'est minimum, double disque d'orgueil. Je suis en bif avec moi-même dans le rap game, ils sont pleins de comédies musicales comme dans Fame, moi je frappe et je dégaine. Rov, qui a émergé à la fin des années 90 au sein du collectif Mafia Quinfri, est l'un des artistes les plus en vue en France. En 2007, il est condamné à 5 mois de prison ferme pour détention et transport d'armes ainsi que menaces. Comme d'autres avant lui, Rov confirme que des ventes astronomiques ne protègent pas des pièges de la rue. Moi, Rov, c'est un artiste que j'ai signé, c'est un artiste de talent, c'est un mec qui écrit, c'est un mec qui rappe. Après, c'est conneries d'à côté, ça ne regarde que lui, quoi. Ouais, j'ai eu peur que tout s'arrête. Il y a des gens à qui ça fait plaisir de voir Rov avec un calibre dans un sac plastique, des pièces à conviction, un avocat qui parle, ça fait genre le mec dangereux et tout. Moi, ça me faisait pas plaisir parce que t'as les amis de la famille qui regardent ça, les amis de ma mère, etc. C'est plus triste pour nous, tu vois, qu'autre chose. Mais puis voilà, et puis t'as l'enfermement, tout ça. Bon, bah, moi, je posais des questions au parloir. Je disais, qu'est-ce qui se passe dehors, qu'est-ce qu'on pense? Je pensais vraiment qu'on était en train de me tuer, quoi, tu vois. Et puis les gens disaient non, les gens ils ont de la compassion, ils essaient de comprendre, c'est vrai, mais t'auras ton moment, t'auras ton droit de réponse. Et écoute, on a un angle de vue qu'on n'a pas dehors. Hein. 20 ans après la rencontre entre le rap et l'industrie du disque, les grands médias affichent toujours une certaine frilosité à l'égard de ce genre musical. La question devient cruciale pour certains artistes. Peut-on être grand public sans oublier la rue? Peut-on faire du marketing sans lâcher le terrain?
Des questions auxquelles les artistes ne répondent pas vraiment, quitte parfois à frôler la schizophrénie. Ça me semble la base, c'est de faire ce que t'as, et puis après, si ça se diffuse au plus grand nombre, tant mieux, t'es chanceux. Mais non, de préparer ou de fabriquer sa musique pour qu'elle puisse toucher le plus grand nombre, non. D'être heureux qu'elle touche le plus grand nombre, oui. Pour n'importe quel mec dans le ghetto ou dans une cité qui réussisse, que ce soit dans le sport ou dans la musique, le but c'est de partir. Pour que tu puisses au moins être un exemple pour le reste de ton quartier, de ta ville ou même de toutes les banlieues ou des gens qui te regardent. Moi je pense qu'un rappeur ne doit pas forcément faire des concessions, il doit faire des bonnes chansons. Si tu veux vraiment vivre de ta musique, tu as intérêt d'être haut et de vendre beaucoup de disques et donc forcément d'aller sur des gros médias et d'être populaire en fait. Après, être populaire en choquant, c'est assez dur. En fait, il y a une sorte de limite et moi je suis là-dedans à chaque fois que j'écris. Quand je rentre en studio, j'aime faire soit une chanson hardcore qui va rentrer dans ta voiture sans aucune concession, avec tu vois, qui respire le rap, c'est dur, c'est cru, il n'y a aucune censure, tu vois. Et j'aime ça, et puis j'aime aussi à l'inverse une chanson bien qui va rentrer dans le cœur, tu vois. C'est pas le témoignage d'une schizophrénie que de vouloir faire de la musique de qualité et en même temps faire de la musique qui s'adresse au plus grand nombre et qui connaît un succès commercial. Si je veux dire, ton but c'est de rapper avec les artistes des enfoirés, aujourd'hui tu n'y arriveras pas, mais ça se trouve dans 5 ans tu y arriveras. Donc si pour toi c'est une consécration, vas-y, bien. Hein. Aujourd'hui, tu prends le cas de la Fouine qui est rentré numéro 1 au Top Album. Bon, il a quand même fait, il a fait le Grand Journal, il a fait l'émission de Ruquier, il a fait la presse, le Parisien, tout ça. Voilà. Donc on le voit quand même, petit à petit, les choses ont évolué. Donc il ne faut pas non plus tout le temps dire on est les vilains petits canards. J'attends aucune reconnaissance du showbiz. Et sérieux, je le pense. Moi, tant que les jeunes ils m'écoutent, ça va quoi. Tu vois. Il y a un moment, est-ce que c'est vraiment le combat de toute une vie de vouloir être invité chez Drucker à part égale avec la variété ou la chanson française? C'est sa spécificité finalement au rap français, d'être plus accepté qu'avant, mais d'être toujours un peu l'enfant terrible du show business, quoi, le truc. Le combat continue. Musique rap, musique que j'aime. L'encre coule, le sang se répand. La feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. On nous prédit que le rap est mort depuis 15 ans. Ça fait 20 ans qu'on nous dit que c'est fini. Hein. Chaque année, on entend le rap, ça y est, c'est mort. Même à l'époque du secteur A où on vendait des disques par milliers, il n'y avait pas autant de gens qui écoutaient le rap. C'est un mouvement, oui, qui culturellement a eu un impact et qui diffuse aujourd'hui, je pense, dans ce qu'est la culture française. C'est de la musique française. C'est du hip-hop, c'est urbain, c'est street, c'est rue, c'est dur, mais c'est de la musique française. Effectivement, on est en France, ça prend plus de temps, mais sociologiquement, de toute façon, la révolution est en marche. Donc voilà, il n'y aura pas le choix.